Peut-être qu'on peut en passer à ce qui est théoriquement notre troisième point, qui est les enquêtes internes tous azimuts ou autres, et sur lequel je dirais qu'il y a toujours une hésitation entre les deux. Alors c'est des batailles qu'on a avec, je pense qu'il est parti avec Jean-Marie Beretti là-dessus. C'est en matière de RH par exemple, qu'est-ce qui est la différence entre une mesure d'opinion, une attitude et un vrai indicateur de comportement réel. Alors en matière de conso, on arrive à le voir avec, en changeant, il est toujours là, merci Jean-Marie, on arrive à le voir entre les achats, finalement les comportements d'achat permettent de dire finalement si les préférences, en tout cas une fois, vers là, comment ça s'articule. Alain, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, et puis après Jean-Marie, parce qu'on a depuis, je dirais, Jean-Marie, l'autre Jean-Marie, on a depuis des années des interrogations métaphysiques ou pataphysiques là-dessus. Les enquêtes RH ou les enquêtes de climat social dans les entreprises, au moins on connaît l'univers déjà. Ouais. Ça, on sait exactement par le service du personnel combien il y a de gens et quels sont leurs fonctions. On sait tout ça. Maintenant, après, il faut, pour différentes raisons, on entreprend des études qui ressemblent à s'y méprendre à des enquêtes marketing, mais le problème qu'on a, c'est que très souvent, on fait ça en auto-administré, que ce soit papier ou que ce soit avec l'ordinateur. Donc l'auto-administré, on retrouve les mêmes problèmes que dans n'importe quel type d'enquête, c'est-à-dire que, pour caricaturer un peu, on va avoir certaines catégories de salariés qui vont répondre, par exemple les cadres, et d'autres catégories de salariés qui ne vont pas répondre. Donc comment on se repose le problème de représentativité. Ouais. Et dans les différents cas, alors pour nos amis de la santé, moi j'en ai fait pas mal dans des hôpitaux, des enquêtes comme ça. Et je me rappelle toujours un hôpital qui était dans une situation tendue, qui risquait d'être absorbé par un grand groupe hospitalier, ce qui ne s'est pas fait. On a monté une enquête de climat social à l'intérieur avec le directeur de cet établissement à l'époque, et on a obtenu plus de 80% de participation à l'enquête, parce que les gens étaient inquiets, parce qu'on avait présenté ça pas trop mal, et qu'ils se sont dit, c'est l'occasion de s'exprimer. Et là, on était parfaitement représentatif de toutes les catégories socioprofessionnelles qui travaillent dans cet hôpital, ce qui sont très nombreux, parce qu'il n'y a pas que des médecins et des infirmières dans l'hôpital, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres activités. Donc, en fait, on retrouve à peu près les mêmes problèmes sur les enquêtes internes qu'on a en population générale. Si on n'est pas représentatif des personnes qui travaillent dans la boîte, on dit un peu n'importe quoi. Alors, juste un truc, si vous avez 15% de cadres dans une boîte, 30% de maîtrise et le reste en ouvrier. Bon. Si vous avez 80% des cadres qui répondent, et puis seulement quelques petits pourcents des ouvriers, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez redresser les résultats. Là, tu redresses sur les quotas, si on peut dire. Oui, mais c'est plus des quotas puisque c'est la réalité. Mais quand vous avez une personne qui prend un poids de 50, c'est-à-dire que son avis est multiplié par 50 parce qu'on n'a qu'un cinquantième du truc, s'il a un avis un petit peu divergent, enfin, pas divergent d'ailleurs, si c'est le représentant syndical, ça ne va pas aller fort. Hein. On va dire n'importe quoi parce qu'on a multiplié l'avis de quelqu'un par 50 ou par 100. Hein. Et d'ailleurs, les bons, en termes de redressement, juste un mot là-dessus, les bons qui travaillent proprement disent il ne faut jamais qu'un poids dépasse 7 ou 8. C'est-à-dire que un questionnaire ne peut pas être multiplié. Nous, en politique, on faisait moins que ça à une époque. On descendait à 3 ou 4. Parce que, encore une fois, c'est très dangereux de multiplier par un coefficient énorme. Je voudrais bien entendre Jean-Marie, là, qui a... Jean-Marie, toi, avec ton expérience, justement, à la fois des périmètres, des sondages et des différents modes d'investigation, et surtout de leurs difficultés d'interprétation, un peu ton sentiment là-dessus. Moi, j'avais tendance à angler en te disant, par exemple, classiquement,
historiquement, dans les boîtes, quelles qu'elles soient publiques ou privées, on a toujours les deux types d'interprétation. Il y a les études qui sont diligentées côté syndical par les CSE et leurs ancêtres CHSCT et autres, et qui donnent certains chiffres et certaines tonalités. On sait qu'il y a toujours des batailles. Je peux me permettre, je viens d'en avoir eu avec les syndicats en face là-dessus, et puis tu as les autres qui sont diligentés par les directions qui ne donnent pas forcément les mêmes choses. Toi, ton sentiment un peu là-dessus, pour nous éclairer. Bien, alors, nous avons effectivement ce problème, aussi bien lors des enquêtes menées à la demande d'une entreprise que lorsqu'on fait des recherches. Beaucoup de recherches en sciences de gestion reposent finalement sur des questionnaires qui vont être remplis dans une entreprise par finalement les collaborateurs. Et là, on retrouve ce qui vient d'être évoqué concernant finalement qui répond. Qui répond. Parfois, c'est très compliqué, notamment dans les hôpitaux. On a vu des cas où, pour telle ou telle raison, les taux de réponse étaient particulièrement bas, ne permettant pas finalement de faire de véritables analyses et résultats. Même chose qu'on constate, c'est que finalement, ces résultats, pour les interpréter, souvent, c'est le fait de refaire régulièrement dans une entreprise la même enquête avec le même outil, le même questionnaire, éventuellement complété par quelques questions supplémentaires, permettant finalement de faire ce qui est le plus utile, comparaison dans le temps. La première chose qu'on compare, c'est bien évidemment les taux de réponse. Les taux de réponse de façon, je dirais, segmentée, de façon à voir finalement dans quelle mesure le taux de réponse n'est-il pas déjà pour nous un élément important du baromètre, souvent on appelle ça des baromètres d'engagement. Le deuxième point, bien évidemment, c'est est-ce que on est vraiment sûr que l'on mesure ce que l'on veut mesurer. C'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, dans la même entreprise, selon que l'on interroge des gens dans telle ou telle de leurs filiales au niveau international, les réponses sont biaisées par finalement la façon dont on va comprendre des questions, et puis en plus, bien évidemment, il y a des problèmes de traduction, parce qu'on fait certains baromètres d'engagement dans des entreprises qui devaient amener d'utiliser au moins 3 ou 4 langues différentes, avec tous les problèmes finalement de pouvoir ensuite interpréter convenablement les données recueillies. Donc oui, on recueille les données, on a des traitements très sophistiqués, mais ce que l'on recueille fait toujours l'objet de beaucoup de précautions pour arriver à une certaine rigueur scientifique. Ce qui n'est pas toujours possible pour des entreprises qui ont finalement des études avec des moyens plus réduits et donc ils vont avoir interpréter des données pour piloter leur politique RH avec finalement une certaine fragilité, voire une fragilité certaine. Voilà quelques remarques, Anne-Marie. Oui, merci, mais c'est bien la question d'ailleurs qu'on évoquait tout à l'heure, qui est celle des moyens, à la fois des objectifs qu'on recherche et des moyens. Votre Excellence, Mustapha, de ce côté-là, justement, et aussi sur les questions internes. Parce que, est-ce que là, l'effet caisse de résonance en même temps et pour le coup, incidence de l'observation sur l'observé n'est pas amplifié par, comme ici, sur le fait qu'on est sur un milieu à la fois restreint, mais qui en même temps se connecte. Oui, enfin, Alain a raison dans ce qu'il a présenté. Ce sont des outils d'aide à la décision. Donc, c'est pas une vérité, c'est simplement un outil qui va permettre de faire un choix, de décider une politique et de prendre un certain nombre de décisions. Donc, il est important que cette décision soit prise à partir d'outils qui sont solides. Cela étant, si on manque de moyens, eh bien, il faut derrière adapter l'utilisation de l'outil et des décisions qui seront prises de façon à faire en sorte à ce que, si l'outil n'est pas suffisamment performant, eh bien qu'on ne prenne pas des engagements trop forts, qu'on puisse éventuellement améliorer ces outils, peut-être effectivement les faire travailler dans le temps, parce que dans le temps, oui, ça permet quand même de voir ce qu'on dit en politique, c'est-à-dire des dynamiques. Donc c'est exactement pareil en fait dans la réalité. On va suivre une évolution, on va pouvoir effectivement s'assurer qu'en répétant une interrogation, on pourra confirmer un certain nombre d'enseignements. Maintenant,
tout le monde n'a pas les moyens d'engager une équipe, une société pour faire ces sondages. Donc, des fois, il vaut mieux avoir un tout petit sondage fait en interne avec un stagiaire, si ça peut permettre d'au moins débroussailler quelque chose, plutôt que de rien faire. Deux remarques par rapport à ça. Un exemple que j'ai vécu, qui était un exemple complexe, où une grosse entreprise en avait absorbé une autre. Oui, c'est compliqué, changement de locaux pour les uns, enfin bon. Et le but, alors il y avait une étude de climat qui a été faite de façon assez lourde, avec du Cali-Avant pour bien sortir les thèmes qu'il fallait quantifier, parce qu'il y avait quand même des milliers de salariés dans l'affaire, hein, c'était pas une petite truc. Et finalement, l'usage de ce sondage, ça a été de communiquer mieux auprès du personnel sur les points qui les inquiétaient, qui les gênaient. C'était ça, c'est tout simple en fait. Hein. Oui, ce que vous disiez, c'est que finalement l'essentiel c'est l'enseignement qu'on en tire et la qualité de cet enseignement. Oui. Parce que tu vois, dans le même genre et à la première époque, qui n'est pas très lointaine, des vagues psychosociales et autres, moi je me souviens que à l'intérieur de l'ensemble du cercle, sans citer qui était aussi une très très grosse structure, qui a connu plein de soucis de ce côté-là, et qui nous a dit on avait beau avoir monté de façon qu'on croyait être très professionnelle des observatoires internes, de climat, de suivi des tensions et autres, et les premiers suicides, on se les a pris complètement là-dedans, on ne les a pas vus venir du tout. Et donc, ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, l'extrême modestie avec lequel il faut prendre tout ça, c'est effectivement très, très, très important. Je t'ai coupé alors, pardon, tu voulais dire quelque chose. Non, mais juste un truc important, c'est que dans ces études internes aux entreprises, on a quand même développé depuis des années des baromètres, et on revient sur la notion de tendance, qui est quand même fondamentale. C'est si on fait tous les ans une enquête sur un sujet de base de bien vivre son travail et ainsi de suite, on va avoir une tendance. Et on voit bien s'il y a un accident, s'il y a quelque chose, les chiffres s'effondrent parce que c'est très réactif. Il y a un autre truc sur lequel on n'a absolument pas parlé, qui est un danger public absolu, c'est la sondagite à l'aide de Google Form ou de SurveyMonkey et autres. Mais c'est ce qu'on voit aussi sur LinkedIn, c'est des trucs à avaler sa cravate. C'est invraisemblable. Aujourd'hui, et je ne citerai pas, mais tu vois à qui je fais allusion, chez des annonceurs de grand niveau, certains, au niveau des responsables, sont capables de dire « mais pourquoi vous dépensez tant d'argent à faire des enquêtes construites avec des instituts, alors qu'il suffit de foutre 3 petits questionnaires avec Google Form et on a les résultats. Si en plus vous faites ça avec le service après-vente et que vous ne posez la question qu'à ceux à qui vous avez résolu le problème, c'est pas une anecdote, c'est vrai ce que je dis. Évidemment, vous avez 99% de satisfaction, donc c'est pas la peine de faire des études de satisfaction par ailleurs. Bon, c'est un peu marrant parce que c'est caricatural, mais en plus c'est vrai. Oui, mais et en interne, on trouve le même type de... Jacques, pardon, je voulais... Non, vos organisations sont au centre quand même de problèmes d'influence. Ah bah oui. Et quels sont, en dehors de la concurrence qui fait qu'on est mieux travailler avec les meilleurs, est-ce qu'il y a une influence de déontologie dans la profession? Qu'est-ce qui règle la déontologie pour travailler le mieux possible, mais aussi le plus honnêtement possible face aux influences? Travailler le mieux possible, c'est par exemple les problèmes de redressement demandent probablement une certaine culture commune. La résistance à l'influence du payeur qui essaye de pousser un peu le résultat dans un sens qui n'est pas celui que vous voudriez. Qu'est-ce qu'on peut dire à celui-là? Est-ce qu'il y a de la déontologie? Juste pour leur laisser le temps de réfléchir là, il n'y a pas très longtemps est sorti un truc justement sur lequel qui était un essai de position de Syntec, puisque normalement Syntec est le syndicat professionnel là-dessus, qui se sentait très interpellé sur les histoires exactement ces enjeux-là, c'est-à-dire les enjeux de déontologie et d'éthique de la profession. Tout à fait, comment vous sentez les choses, vous? Ce
que je remarque, c'est que la plupart des gens avec qui on travaille sont des gens qui sont professionnels, qui respectent les règles habituelles de la manière de faire, d'essayer de faire en sorte à ce que la qualité des terrains ou des études réalisées soit la meilleure possible. Après, à la limite, en position, c'est on publie ou on ne publie pas, si ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Là, en fait, toutes les études ne se publient pas. C'est vraiment un domaine particulier, la publication des études politiques. Mais les études politiques restent quand même un petit marché. Et généralement, les études marketing sont toujours faites avec beaucoup de sérieux. Alors, je ne dis pas que 100% des gens sont expérimentés, parce que c'est aussi ça qui peut faire la différence, c'est qu'on perd un peu d'expérience, parce qu'on se formalise sur des outils, et donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé dans des instituts, qui n'ont jamais fait d'enquête téléphonique, ils ne savent pas ce que c'est, ils ont toujours fait des enquêtes que Internet. Ils ont toujours travaillé avec des panels et jamais en population générale. Et donc d'ailleurs, quand ces gens vous consultent, ils disent vous avez qu'à leur envoyer un mail et puis ils vont vous répondre. Ben non, c'est pas un panel, donc ça marche pas comme un panel. Il faut téléphoner, il faut les solliciter, il faut obtenir leur consentement, et à ce moment-là, on pourra pouvoir faire un questionnaire. Donc je pense que comme on s'est vraiment centralisé sur certains outils, on perd de l'expérience et de la compétence sur les outils qui sont un peu mis de côté. Et donc forcément, le jour où on en a besoin, c'est un petit peu plus difficile à faire parce qu'il n'y a pas d'expérience. Voilà. Après, c'est un peu différent pour tout ce qui est traitement, parce que traitement, que ce soit du téléphone, du face-à-face, c'est toujours la même chose. Bon, les outils, la manière de faire, les tests scientifiques, statistiques à faire sont les mêmes. Maintenant, effectivement, c'est par contre dans la manière dont sont posées les questions par ceux qui commandent les sondages, où là, on peut avoir quelques surprises ou quelques imprécisions, notamment sur la notion d'échantillon. Quand on pose la question sur quel échantillon on travaille, j'aurais tendance à dire que certains ont du mal à faire la différence entre ménage et individu. Pourquoi ? Parce que c'est des notions qui sont moins utilisées, en fait. Ça c'est peut-être, je te donnerai ton avis, mais c'est peut-être un truc, Jean-Marie, les deux Jean-Marie qui sont là et Jean-Marie Peretti surtout, moi j'aurais une question pour après, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'intensifier la qualité, la maturité finalement de l'utilisation de ce type d'outils en interne dans les boîtes et dans les organisations, parce que ce qu'on voit bien là, et ce qui est paru au travers de toutes vos interventions, c'est la finesse finalement qui est demandée, qui n'est pas forcément perçue. Alain, toi, et puis peut-être Jean-Marie Peretti. Juste un mot pour revenir sur le fonctionnement et la déontologie. Globalement, c'est pas pour tracer des couronnes dans le métier que j'ai fait toute ma vie, mais globalement, on sait très bien depuis presque 50 ans que je suis là-dedans, j'ai toujours su, comme tout le monde, qu'il y a des canards boiteux qui travaillent mal. Mais c'est une infime minorité. C'est-à-dire que ce soit les grands instituts, où la difficulté, c'est la division du travail. Ça, c'est compliqué pour les jeunes qui rentrent dans ces boîtes-là, parce qu'on les met dans une case, toi, tu vas faire des PowerPoint, et boum, tu fais des PowerPoint. Ou que ce soit les petites boîtes, parce que l'essentiel, c'est quand même des petites boîtes. On est, je ne sais plus combien de... Là, tu parles des prestataires. Après, moi, je t'interviewerai Jean-Marie sur une fois que tu sors des résultats, tes résultats, tu les as fait au mieux que tu as pu. Et les gens qui sont nos clients, enfin qui sont les clients, vont évidemment avoir on va dire, un handicap par rapport à ceux qui ont fabriqué l'étude. On leur restitue du mieux qu'on peut, mais c'est pas avec 3 PowerPoint qu'on arrive à passer tout ce qu'on a appris. Et ça, c'est un grand problème pour les gens d'études. Après, au niveau des entreprises, quand on se retrouve avec des résultats, tu l'as bien connu à la Gofamcar, c'était manifeste. Les gens qui se sont retrouvés avec 45 volumes de 3SC, plus des explications assez complexes et très sociologiques, mais dans certaines boîtes, ils ne savaient pas quoi en foutre. On est bien d'accord là-dessus. Et puis, l'autre point qui est frustrant pour les gens d'études, c'est le passage, on va dire caricaturalement,
souvent, ce qui sort des boîtes d'études avec des conclusions qui sont pas forcément nulles, vont passer dans les mains de boîtes de conseil ou de boîtes de pub. Et ça, c'est très compliqué parce que là encore, comme par rapport aux clients, le fait que ça passe dans d'autres métiers, il y a de la perte de substance évidemment. Et puis, bon, les gens qui font les agences de pub, ils vont aller chercher un certain nombre de trucs et n'ont pas forcément fouillé comme a fouillé l'Institut d'études. Et c'est des chaînes d'information qui s'appauvrissent immanquablement à chaque transmission. Alors, Jean-Marie, un peu la question, merci. Hein, la question pour toi, comment travailler en égantropie et donc le contraire pour essayer de réinstaurer une maturité, un recul et une vraie utilisation, exploitation positive de tout ça. Comment tu sens les choses? Je pense que le premier point dans l'entreprise, lorsqu'on est amené à mener ces études, c'est vraiment de commencer par la partie quali, les entretiens. Ne pas arriver avec un questionnaire tout prêt à utiliser, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, commencer par cette partie quali qui permettra de bien sélectionner les questions, de bien choisir les outils et les chefs de mesure. Et puis ensuite, ces questionnaires, il faut les tester. On est toujours très surpris de voir finalement que la même question n'est pas comprise de la même manière selon les interlocuteurs. Et là, effectivement, il faut le tester avec finalement un échantillon de ceux qui vont être amenés à le remplir. Et on s'aperçoit que pour élaborer le questionnaire qui sera finalement utilisé, il va falloir finalement des étapes préalables extrêmement rigoureuses. Ensuite, on a des résultats. Ces résultats, il faut bien évidemment pouvoir les mettre en valeur parce que finalement, l'entreprise souhaite réellement que ça permette d'améliorer les choses. Là aussi, je m'aperçois que dans un certain nombre de cas, ce sont des syndicats, le syndicat majoritaire de l'entreprise qui souhaite que soit menée cette enquête, qui souhaite le faire en liaison avec la direction parce qu'il y a des points sur lesquels il leur paraît essentiel de recueillir le bilan des salariés. Actuellement, un des thèmes majeurs liés finalement d'études, c'est le thème du travail hybride, du télétravail. Et il y a ce besoin effectivement de recueillir ce télétravail, toute l'expérience vécue par les collaborateurs, de façon à pouvoir élaborer les prochains accords qui seront faits sur ce sujet. Mais les questionnaires sur le télétravail, il faut pratiquement les faire évoluer en fonction du contexte que nous vivons. C'est mouvant, là. On est dans le mouvant. Ah bah là, on est complètement dans le mouvant. Là. Mais ce qui est important, et pardon, je te renvoie la balle, Marie, alors, puisque David a dû filer, c'est comment est-ce qu'on arrive, je dirais, avec vos étudiants, à les aider à intégrer ça, c'est-à-dire à la fois cette rigueur, le fait qu'il y ait des processus et des étapes qu'il faut suivre, et en même temps s'adapter. Comment tu en vois l'importance de toute façon, on passe la balle, hein, je dirais, aux enseignants, Mustapha, comment tu vois, Jean-Marie, l'importance de ça dans vos clubs ESSEC RH, dans vos chaires innovation managériale, dans finalement aussi l'appui aux professionnels qui sont en même temps vos étudiants? Le problème, c'est de bien faire saisir que les traitements sophistiqués que nos étudiants savent faire, ils savent vraiment utiliser les outils les plus sophistiqués pour traiter les données. Mais que tout ça repose quand même essentiellement sur la qualité du data, des données. Et que recueillir des données dès qu'on touche finalement aux ressources humaines, au vécu, aux expériences des collaborateurs, est évidemment quelque chose de très délicat, tout simplement parce que la diversité des collaborateurs est considérable. Actuellement, je suis sur un chantier où une bonne partie du personnel est pratiquement illettré, c'est-à-dire n'ont pas l'habitude de l'écrit. Or, il faut absolument que l'on recueille leur opinion, qu'on recueille leur vécu sur un certain nombre de points. Et
on est amené à développer des dispositifs spécifiques pour pouvoir le faire. Donc leur apprendre finalement qu'il faut toujours choisir des outils qui soient parfaitement adaptés au contexte et que seule finalement cette contextualisation permet finalement d'avoir des résultats qui pourraient être des données dont on pourra tirer des résultats. Mais souvent, je dirais, il y a une préférence pour les outils. Comment est-ce que quel logiciel vais-je utiliser pour exploiter les outils, pour les données, plutôt que finalement, est-ce que les données sur lesquelles je vais travailler sont des données totalement fiables, totalement exploitables, totalement complètes. Et c'est tout le problème finalement de l'intelligence artificielle. On ne peut avoir des résultats qu'avec des données qui soient convenables. Et dans ce domaine, recueillir les données, ce n'est pas simple. Merci Jean-Marie. 20 secondes chacun, parce qu'il est 49 là, pour vigilance que vous nous donneriez. Il y a encore une fois, soit dans l'utilisation de cet outil en externe, soit dans des implantations internes. Tu dirais quoi, Alain, toi? C'est très difficile de généraliser, mais en tout cas, l'apport de connaissances par rapport à une problématique quelle qu'elle soit, on peut considérer que ça participe de la réflexion, ça participe d'une avancée, c'est tout. Je pense que ce soit en politique, que ce soit en marketing, que ce soit en RH, il faut toujours raison garder par rapport à la recherche de la vérité absolue qui n'existe pas, bien entendu. Donc c'est un point, c'est une pierre dans l'édifice. Bon, maintenant il faut garder sa tête et se servir. C'est un des trucs épouvantables qui est arrivé ces dernières années. Jean-Marie faisait allusion, c'est la commodité et l'hyper-facilité d'usage des outils informatiques pour traiter les données. Alors c'est vrai qu'on peut sortir absolument n'importe quoi, mais si on ne réfléchit pas à la façon dont on traite les choses, ça peut être vraiment, d'abord, évidemment stupide, mais en plus contre-productif. Il y a un exemple très simple, hein. Tu sais que je suis adepte de ça. Moi, j'ai fait énormément de typologie dans ma vie. Les 3 essais sur lesquels on s'est connus, c'était basé aussi sur des typologies. C'est un algorithme dans lequel on met toutes les variables qui nous paraissent être importantes par rapport au phénomène, on fait tourner la bécane et il en sort des groupes. Mais si tu mets n'importe quoi en entrée, tu obtiendras quelque chose à la sortie, parce que le logiciel, il sortira quelque chose. Qui sera aussi n'importe quoi. Mais qui sera forcément n'importe quoi. Si tu mélanges des choux et des carettes, si tu mets des attitudes mélangées avec des opinions, mélangées avec du factuel, tu vas sortir garbage in, garbage out. Donc on va leur ajouter le discernement. Moustapha, je poursuivrai ce que dit Alain. Ce sont des outils d'aide à la décision. Meilleur est l'outil, et meilleurs seront les résultats et les analyses. Mieux on maîtrise l'outil, mieux on réussira derrière. Donc, mais on ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain spécialiste. Donc, ce sont des vous êtes tous les deux sur la longitude, enfin sur la longueur. Et, Jacques, et puis on va 52 là. Voilà, Jacques, le mot de la fin du président. J'ai envie de dire que c'est très important de nos jours et les facilités qu'il y a pour faire des enquêtes ou des sondages ajoutent un peu à nos moyens de connaissance et à notre perplexité. Nos moyens de connaissance, si c'est bien fait, et là on voit qu'il y a de grands professionnels, si c'est bien utilisé, et souvent c'est une chaîne, après il y aura le consultant, après il y aura le publicitaire, tout ça est probablement efficace. Et je garde un élément de trouble dans mon esprit, qui est l'élément d'animation du débat. Vous avez dit à un moment, à propos des politiques, finalement l'un des buts c'est d'animer le débat. Et là, le sondage ou l'enquête, qui finalement va surtout animer le débat, moi, ça me gêne un petit peu, parce que moi je suis plutôt un homme d'action, et je me dis que c'est bien si ça débouche sur aider et piloter l'action. Et puis on est embarrassé par l'aspect animation du débat, pour lequel certains diront mais c'est très bien, c'est une fin en soi,
Et puis moi, personnellement, je suis un peu inquiet en disant cette utilisation, animation des débats, elle peut être utile, elle peut être perverse. Ouais, merci à vous, Jacques, et puis surtout, je propose qu'on applaudisse très fort. Merci à vous d'avoir pris de votre temps et de nous avoir expliqué les choses sur la complexité des dieux et sur finalement le travail continu et longitudinal qu'il faut faire. Merci à vous tous. Alors nos prochaines étapes, la semaine prochaine, grâce à Jean-Loup, début de semaine, replay et replay séquencé. Ça va pas être facile parce qu'on était beaucoup en débat. En tout cas, on aura au moins nos 3 grandes parties là-dessus. Donc merci à vous. Et puis, toujours sur la suite de nos actions du cercle, rendez-vous le 7 avril, cette fois-ci au CNAM, et donc les noms d'amphithéâtre ont toujours des noms poétiques. Là, c'est l'amphi de l'abbé Grégoire, et qui est un amphi comme ça, complètement raide, sur toujours notre ligne de fond, santé publique, santé globale, santé travail, santé intégrative. Quels sont les moyens aussi là d'intégrer les malades chroniques et les malades chroniques qu'on est quelque part un peu tous et destinés à le devenir. Voilà, merci à vous tous, un grand merci à Jean-Marie Peretti, à Jean-Marie Fester et à vous tous qui étiez là, et puis David qui nous a lâché juste à l'heure à 30-35. Merci à vous. À bientôt.